Alors aujourd'hui, je me rends chez Yousra, maman de deux petits bouts de chouf, dont un enfant qui est atteint d'autisme. Ouais, coucou Yousra, dis, j'ai sonné chez toi, ouais. Je sais que devant la porte, mais je suis là parce que je viens d'arriver. Ok, pas de souci. Je t'ai vu, je suis Ah, là. ok, moi aussi. Vous écoutez Réunion de parents, un podcast de Parentia spécialement conçu pour les parents et futurs parents en quête d'information, de soutien et d'authenticité. La parentalité est un voyage à la fois universel et unique où chaque famille écrit sa propre histoire. Je m'appelle Fanny et je suis curieuse de savoir comment ça se passe vraiment dans d'autres familles. C'est pourquoi je m'invite chez eux, partout en Belgique, pour une réunion de parents. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Enfin, étant jeune, c'était pas trop ça, parce que j'étais plus sportive. Mais quand je me suis mariée, je me suis dit, je vais profiter une année, sans enfant, et puis peut-être fonder une famille. Mais pour finir, je suis tombée directement enceinte. Mais je l'ai pas mal vécu, justement, j'étais contente. Et du coup, comment t'as appris que t'étais enceinte ? Tu l'as senti directement ou c'est via un test de grossesse Ouais, en fait, j'étais pas bien. Et mes sœurs, à chaque fois, me disaient, peut-être t'es enceinte. Je dis, je sais pas, c'est une première fois. Donc, j'ai fait... la première fois, j'ai fait un test, mais on voyait pas vraiment. Et puis, j'ai réessayé une deuxième fois, et là, c'était léger, mais voilà. Et pour confirmer, j'ai été chez la gynécologue, et là, c'était... C'était confirmé. Voilà. Et du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et comment tu l'as annoncé au papa, du coup ? Ouais, pour la première fois, si je me rappelle bien, parce que j'ai des trous de mémoire. Merci la grossesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est connu que pendant la grossesse, ton corps il est genre en mode je donne tout pour subvenir aux besoins de bébé et que du coup tu as des pertes de mémoire qui peuvent durer jusqu'à 2 ans après la naissance. Ouais. En fait, la première fois, je suis plus sûre. Non, je me rappelle pas la vérité. La deuxième fois, je me rappelle avec ma fille, mais avec Mohamed. Ok. Et la grossesse s'est bien passée ? J'ai quand même eu des complications, mais bon, ça va, c'était pas. J'avais allez, comment on dit ça? La thyroïde de grossesse. La thyroïde de grossesse ? Ouais. Donc tu parles pas du diabète de grossesse ? Justement, quand on m'a dit, t'as pas le diabète, j'étais contente. Ils m'ont dit, ouais, mais la thyroïde, c'est pire. Revenons-en quelques instants à la thyroïde de grossesse, un trouble dont on parle peu et qui reste assez méconnu. Pourtant, cette petite glande en forme de papillon, située à la base du cou, joue un rôle clé pendant la grossesse en produisant des hormones essentielles au bon développement de bébé. Si elle se dérègle, cela peut entraîner une grande fatigue, des variations de poids ou encore des sautes d'humeur. Des symptômes qu'on attribue souvent aux bouleversements normaux de la grossesse. Sauf que cela peut aller bien plus loin. Un trouble non détecté peut impacter le développement neurologique de bébé. En Belgique, on estime qu'environ 5% des femmes enceintes souffrent de troubles thyroïdiens, mais le dépistage systématique n'est pas encore une pratique courante. Pourtant, un simple test sanguin permet de repérer ces déséquilibres et d'agir à temps. Alors si vous êtes enceinte ou que vous envisagez de l'être, pensez à en parler à votre médecin. On se rend pas compte à quel point la thyroïde régule tout ton corps. Ouais. Et vu que moi c'est génétique, donc j'avais peur que ça restait après la grossesse. Heureusement c'est parti. Et du coup, tu as eu un suivi de grossesse plus poussé ou plus... Quand même, j'allais plus souvent Et tu avais un régime alimentaire strict ou des choses auxquelles tu devais faire attention ou c'est juste que tu avais une thyroïde de grossesse ? Non, je devais juste prendre des médicaments. Et donc, tu as eu cette thyroïde de grossesse. Et est-ce que tu avais des symptômes particuliers que le gynécologue a détecté cette thyroïde de grossesse ou... Non, parce qu'à la base, c'est quand j'ai fait le test de sucre, glycémie. Ouais. On a vu qu'il y avait rien. On a refait une deuxième fois. Il n'y avait pas. Et c'est là qu'ils ont constaté, je pense, si je me rappelle bien, avec une prise de sang. Ok. Et donc, à part ça, suivi de grossesse normale, la grossesse normale aussi ? Oui, après, avec tous les... Ouais. Tous les avantages et les inconvénients. On va dire ça. Ouais. Et donc là, on arrive à l'accouchement. Au niveau de l'accouchement, comment ça s'est passé ? La première rencontre avec bébé, donc avec Mohamed ? Avec Mohamed, c'était... Est-ce que déjà, tu avais planifié un accouchement ? Non, justement, l'accouchement, ça a été difficile parce qu'en fait, à la base, je devais accoucher normalement. Donc par Babouas ? Oui. Et moi, en fait, je suis rentrée à l'hôpital le dimanche soir. Oui. Et j'ai accouché le mardi.
Ok. Donc c'était très long. Donc tu étais à terme. Et j'ai même poussé en fait. Ok. Et on a dû faire une... Attends, on va reprendre dans l'ordre. Donc tu arrives à l'hôpital parce que tu as des contractions ou parce que tu as dépassé la date? En fait, j'étais censée accoucher le 18 et j'ai accouché le 30 juin. Donc c'était quand même... Ok, donc tu avais rendez-vous pour le déclenchement du coup? Ben, en fait, je sais même plus s'ils m'ont déclenché ou pas. Si, Au on m'avait principe, il te laisse 10 jours, ouais. et puis on après m'avait 10 jours, déclenché, il ouais, programme ouais. l'accouchement. On m'avait déclenché. Malgré ça, Bébé voulait pas sortir. voilà. Ok. Déjà les contractions, elles étaient pas. C'était superficiel. Ok, donc l'accouchement, enfin bébé ne s'est pas manifesté. À partir de quel moment on a pensé à un plan B du coup? En fait, c'était d'urgence Ok. parce qu'en fait, déjà il était mal placé. Hmm. Il regardait de l'autre côté et son cœur il commençait à diminuer. Ok. Et donc ils ont dit, parce que j'ai poussé quand même 30 minutes. Et pas d'amélioration. Et donc ils ont dit d'urgence. Ok. C'est Bébé vrai. commençait à être en détresse et ok. Mais même quand il est sorti, il n'a pas pleuré. Et en fait, ils me l'ont juste montré et directement ils l'ont pris. Donc, mais moi après voilà, je me suis endormie parce que j'étais dans les vapes. Ouais. Ok. Et du coup pour toi, le fait que tu n'avais pas forcément anticipé que ce soit une césarienne, comment tu le vis? En fait, maintenant ça va mieux. Mais au début, j'étais pas bien vraiment psychologiquement, moralement, physiquement. J'étais vraiment pas bien. Mais après, voilà, j'ai été voir une psychologue et ça m'a vraiment bien aidé. Parce qu'à la base, en fait, je misais tout sur la césarienne. Ah, donc c'était ce que tu voulais à la base? Non. Ah, Je mettais tout. Donc, à chaque fois que j'étais fatiguée ou que j'avais mal, je disais, ok. c'est la césarienne. Ok, ok. C'est mots, comme tu si je les m'en reliais voulais. un Voilà, petit peu à chaque ta fois, c'était césarienne. ok. Et après, quand j'ai vu la psychologue, ça m'a aidé. Et avec le temps, ça a été mieux. Et d'ailleurs, pour ma fille aussi, normalement, ils ont dit, allez, à la base, ils ont dit, normalement, ce sera peut-être une césarienne. Et puis, pour finir, j'ai accouché. Par voie basse. Ouais. Mais c'était vraiment à la dernière minute. Parce qu'ils m'ont dit vraiment pousser la dernière fois, parce que sinon, malheureusement, on va devoir faire une césarienne. Et moi, j'étais KO, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai poussé. Et... Tu voulais pas de césarienne? Ouais, non. Et du coup, tu as pu voir bébé pour la première fois. Ouais, et c'est vraiment une sensation Unique. ouais, franchement. Quand on la pose là, même si elle a la fatigue elle part, c'est... La douleur aussi. Ouais. On se dit que ça valait la peine d'attendre 9 mois. Ouais, franchement. Et donc, tu as bien vécu ces premiers jours avec Mohamed. Ouais. À partir de quel moment tu as commencé à te poser des questions par rapport à son autisme? Ben, en fait, il avait quoi? Il avait même pas 2 ans. Et je ressentais, je disais en plus à mes sœurs, Mohamed, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Parce qu'il réagissait pas à son nom. Mais je pensais pas à l'autisme, parce que moi, à la base, l'autisme, j'entendais, c'est tout. C'était juste, j'entendais autisme, mais je savais pas c'était quoi en gros. C'est vrai qu'on n'est pas confronté à la problématique. On se dit pas forcément que... Et puis c'est tout. Et puis, en fait, comment ça s'est passé? La pédiatre de mon fils, elle a détecté, elle a eu une suspicion à 18 mois. Mais elle m'a rien dit, parce qu'elle n'était pas sûre. Mais elle avait déjà pris rendez-vous, parce qu'elle sait que ça prend du temps, à l'hôpital l'UDERF, l'hôpital des enfants. Et donc c'est l'hôpital des enfants Reine Fabiola à Bruxelles. ouais. Et Mohamed, il devait avoir 2 ans et 3 mois, je pense, ou 2 ans et demi, je sais plus exactement. Mais en tout cas, quand j'ai accouché de ma fille, même pas, je crois, 1 mois, là, elle m'a dit, ouais, voilà, parce que j'ai été chez elle et elle a vu, elle m'a dit, il faut faire, voilà, votre fils, je pense qu'il est autiste, il faut faire un bilan, ça. Au début, j'étais effondrée, parce que voilà, je savais pas dans quoi je d'office. rentrais, quoi. Mais bon, est-ce que ta pédiatre, est-ce qu'elle a mis des mots sur des comportements ou sur des... Ben, en fait, elle m'a dit par rapport à comment elle réagit et tout, et après, elle est habituée à ça. Elle m'a dit, voilà, il y a des réactions qui fait que, genre, il tournait en rond, il faisait que des allers-retours, il tapait, il faisait avec ses mains comme ça. Il y a beaucoup de... Il regardait beaucoup les lumières, parce que les autistes, ils sont attirés par la lumière. Et dans ta façon de communiquer avec lui, tu sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal? Ben, en fait,
je peux pas te dire ça parce que c'était le premier enfant, donc je sais pas comment ça se passe. Mais là, avec ma fille, je vois la différence. Comme maintenant, avec ma fille, c'est comme si quand elle commence à parler et tout, c'est comme si c'était la première. Parce que mon maître, il a pas fait ça. Et voilà. Et dans ton entourage, est-ce que quelqu'un t'a aussi alerté en disant tiens... Ma sœur, en fait, elle m'a dit va chez l'ORL parce que je pense qu'il n'entend pas. Parce qu'en fait, quand on lui disait mon maître, il répondait pas, il réagissait pas à son nom. Okay. Et même si on était à côté de lui. Et il réagissait à d'autres prénoms, à d'autres petits noms? Non, à aucun. Ok. Et après, moi, au début, je me dis peut-être c'est normal qu'il n'est pas sociable, parce que voilà, c'était pendant le Covid, il voyait personne. Parce qu'en fait, quand mes neveux, j'allais chez ma maman, on se retrouve tous en famille. Et quand j'allais là, dès que mon neveu ou ma nièce il approchait, il criait. Il voulait pas en fait que quelqu'un s'approche de lui. Ok. C'était pas des signes d'affection ou des signes de contentement. Ouais, et il criait. En fait, il fallait pas s'approcher de lui. Ok. Et moi, là-bas, je disais, ouais, peut-être c'est à cause que le fait qu'il est resté seul pendant le Covid. Et du coup, ta pédiatre, elle suspecte donc un trouble de l'autisme. À partir de ce moment-là, toi, en tant que maman qui veut accompagner son enfant, quelle démarche ou quel processus ou quels examens tu dois commencer? En fait, il faut faire d'abord un bilan. Ce bilan, ça prend du temps. Et ce bilan, tu le fais auprès de quel spécialiste? Justement, l'hôpital. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, mon fils, il est en néerlandophone. Normalement, ils étaient censés me le rediriger vers l'UZ. Certains parents se retrouvent confrontés à des démarches administratives complexes lorsqu'il s'agit d'obtenir un diagnostic pour leur enfant. C'est le cas de Yousra, qui avait fait réaliser les bilans pour l'autisme de son fils à l'hôpital universitaire des enfants de Reine-Fabiola. Son fils était déjà inscrit dans une école néerlandophone, mais ne pensant pas que cela aura une incidence, elle ne l'avait pas précisé au départ. Résultat, une fois le processus entamé, on lui a finalement demandé de refaire l'ensemble des évaluations à l'UZ Bruxelles. Cette situation, en plus d'être frustrante, ralentit considérablement le diagnostic et retarde la mise en place d'une prise en charge adaptée. Pourtant, pour ces enfants et leurs familles, chaque mois compte. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans un pays aussi petit que la Belgique, où les communautés coexistent et se croisent en permanence, on pourrait imaginer des procédures plus fluides et plus cohérentes. Mais non. Entre les différences linguistiques et administratives, ce sont encore les familles qui se retrouvent à jongler avec des règles qui leur compliquent la vie. Une aberration quand on sait à quel point un diagnostic précoce est crucial. Parce que eux, justement, c'est pour ça qu'ils m'ont dit oui, restez ici, mais il faut qu'ils vont en francophone. Je dis non, mon choix, c'est qu'ils restent en néerlandophone. Ouais, ok. Donc du coup, t'as dû faire de nouvelles démarches du côté de l'UZ, donc c'est de nouveau du temps Donc j'ai dû encore attendre. T'as dû attendre combien de temps d'ailleurs? Je sais plus exactement, mais j'ai attendu des mois. Ouais, j'ai vu qu'en Belgique, en tout cas... Et en plus, vu que moi, j'avais déjà fait le bilan, alors c'était plus court. J'ai pas attendu comme les autres, ils attendent 1 an ou plus. Mais comme et moi, je pense que c'était 6 mois, si je me trompe pas. Ok. Et c'est quel type d'examen qu'on fait faire? Tu étais présente lors des examens? Oui, à chaque examen, je suis avec lui, mais j'ai remarqué que chez les néerlandophones et les francophones, ça n'a rien à voir. Les examens, c'est pas le même système, ouais. Okay. En fait, moi, chez les francophones, c'était tout le temps les mêmes personnes. Mais chez les néerlandophones, non. C'est vraiment... Peut-être tu vas passer 2 fois chez la même personne, mais tu changes à chaque fois, ça dépend, voilà. C'est par la même personne à chaque rendez-vous. Personnellement, j'ai préféré l'UZ. Ok. Chez les néerlandophones. Ah oui? Donc tu as préféré avoir un intervenant différent à chaque fois? Parce que c'était mieux, parce qu'ils sont spécialisés dans ça. Parce qu'il y a le test neurologique, le test du QI, la kiné, la pédopsychiatre. Donc c'est vraiment des personnes différentes. Et des spécialistes différents, ok, oui. Tu as vraiment chaque fois celui qui était dans son expertise. Oui, parce que déjà, eux, à l'hôpital des enfants, ils m'ont pas donné... Même eux, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Parce qu'en fait, mon fils, il avait mis des drains. Parce que il avait du liquide derrière l'oreille. Des végétations? Oui, et aussi les végétations. Et on ne savait pas lui faire le test des oreilles pour voir s'il écoute ou pas, parce qu'il ne se laissait pas faire. Okay. Donc quand il a fait les drains et les végétations, là, ils lui ont fait le test pour voir s'il écoute ou pas. Okay. Et il entend très très bien.
Ok. Donc c'était on savait pas, que le voilà. problème n'était pas de, Voilà. pas de là. Ok. Et ils ont attendu en fait que je fais les résultats et tout. C'est après qu'ils m'ont dit oui, il faut aller à l'UZ. Une fois qu'ils ont fait tous les tests, en fait. Quelle perte de Ouais, temps, donc quoi. Et du coup... Déjà que moi j'étais stressée parce que voilà, je je savais me pas doute. si c'était vrai. On n'est pas sûr. Donc j'étais stressée. À chaque fois que tu vas au rendez-vous, tu sais, parce que j'y étais même pour le rendez-vous, ils te disent normalement les résultats. Donc moi j'étais contente. Je dis c'est bon, je vais savoir ce qui va se passer. T'étais Et au accompagnée final, ce jour-là? Je sais même plus si le papa il était là ou pas, parce qu'il travaillait. Mais du coup, donc, on sait que le temps d'attente est assez long, ça peut être des mois, voire plusieurs années. Le temps des examens, il dure combien de temps? Le temps de faire tous les examens, là aussi, c'est une question de quelques mois ou ça se fait assez rapidement et on va dire qu'en quelques semaines? Non, tout est non, non, bouclé non, c'est des mois. Des mois aussi? Ouais, c'est des mois. En Belgique, le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme repose sur une évaluation pluridisciplinaire réalisée par des spécialistes tels que des neuropédiatres, des psychologues et des logopèdes. Ce bilan comprend généralement 2 tests principaux. Tout d'abord, nous avons l'ADOS 2. Il s'agit d'une évaluation du comportement à travers des mises en situation sociale adaptées à l'âge de l'enfant, permettant d'observer des comportements comme la communication, les interactions sociales et les comportements répétitifs. Le deuxième s'appelle l'ADI-R. Il s'agit d'un entretien détaillé avec les parents qui retrace le développement de l'enfant depuis la petite enfance et explore les signes caractéristiques du TSA. Des tests complémentaires peuvent également être réalisés, comme des évaluations neuropsychologiques ou des bilans sensoriels, en fonction des besoins individuels. Les délais d'attente pour ces bilans varient considérablement en Belgique. Dans les centres publics, les délais peuvent atteindre 12 à 24 mois, voire plus, en raison de la forte demande. En revanche, en consultation privée, l'attente est souvent plus courte de quelques mois, mais ces bilans peuvent être un certain coût et ne sont pas toujours remboursés par la sécurité sociale. Il existe aussi des différences entre les hôpitaux francophones et néerlandophones. En Flandre, les bilans sont souvent plus normés et centrés sur l'impact fonctionnel du trouble, notamment en vue d'obtenir des aides adaptées. En Wallonie, l'approche peut être davantage axée sur le développement global et le repérage de codes diagnostiques, comme le TDAH ou les troubles anxieux. À Bruxelles, l'approche combine souvent les pratiques des 2 communautés linguistiques avec des centres pluridisciplinaires qui tiennent compte de la diversité culturelle et linguistique, tout en proposant une prise en charge individualisée. Et on va dire que Mohamed a été vu par chaque spécialiste plusieurs fois, donc c'est plusieurs examens qu'ils font avec chaque spécialiste. C'est pratiquement chaque mois et des fois il y a 2 fois par mois. En fait, j'ai eu tellement de tests que je me rappelle plus de la... Tellement d'informations aussi. C'est ça. Et donc vient le jour des résultats des examens. Voilà. Et là, comment est-ce qu'on t'a expliqué Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Franchement, j'ai aimé parce qu'à l'UZ, ils te mettent à l'aise. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, Mohamed, il est autiste et il a aussi un retard. Donc à la base, quand il a fait, il avait, je crois, il avait 3 ans, je pense. Et ils m'ont dit, c'est comme s'il avait 17 mois. Qu'est-ce qu'on t'a proposé comme piste est-ce qu'on t'a proposé des thérapies par rapport à ça pour Mohamed? Quel est le suivi qu'on te propose? En fait, tant qu'on n'a pas les résultats, on ne peut pas faire... Il y a plein de trucs qu'on n'a pas accès. Okay. Et moi, je viens d'avoir les résultats il n'y a pas longtemps. Tu viens d'avoir les résultats? Oui, je les ai eus en avril, si je ne me trompe pas. En avril de cette année? Oui. Waouh! Ah oui, oui, c'est récent. Je t'ai dit, c'est long. Et moi, déjà, là-bas, j'avais déjà fait les démarches pour les centres, genre logopédie et tout, voilà. Et c'est sur liste d'attente. Et j'attends toujours. Et d'ailleurs, même pour l'école, il est en école normale. Mais c'est très, très dur. Parce que voilà, c'est pas adapté. Du coup, on l'a fait sauter une année ou pas encore? Je sais pas. Non, en fait, lui, il a été à l'école l'année passée en avril. Il était en accueil. Il est resté 1 an, en fait. Jusque maintenant, en avril, il a été en première maternelle. Ok. Et là, l'année prochaine, il va aller en 2e maternelle, en septembre. Ok. Et j'espère vraiment que j'aurai une place en école spéciale, puisque c'est dur, en fait, pour moi. Tu t'es déjà renseigné sur les écoles? Mais il est en liste d'attente. Oui, mais du coup, sur le nombre d'écoles qui... Il n'y a que 2. Pour tout Bruxelles? À Bruxelles, oui. Ça rajoute du stress supplémentaire. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu as eu du soutien de ton entourage quand tu as appris la nouvelle? Est-ce que tu as été soutenue Oui, ma famille, oui. Par le papa Le papa, malheureusement, lui-même, c'est plus moi qui l'a soutenu parce qu'il n'a pas accepté que son fils soit autiste. Après, et du coup, tu constates une forme de rejet de sa part par rapport à Mohamed, oui? Pas vraiment du rejet, mais par exemple, lui, il va avoir difficile à sortir tout seul avec Mohamed. Genre, lui, le regard des gens, ça va le déranger. Tandis que moi, franchement, je sors, c'est comme s'il y avait personne. Oui, le regard d'une maman. Voilà, je m'en fous. Parce qu'une fois, on était sortis ensemble, on n'avait que Mohamed à ce moment-là, on avait été faire les magasins en Hollande, et Mohamed, il a fait une crise. Mais il criait. Mais déjà, même maintenant, il le fait quand il rentre dans des magasins parce qu'il y a du monde. Donc il crie, il supporte pas. Et lui, il m'a dit non, moi je peux pas, c'est pas possible. Je dis, t'as qu'à attendre dehors. Et moi, je rentre avec lui. Et donc, tu dis que dans les magasins où il y a beaucoup de monde, il se sent pas à l'aise. Dans quel espace ou dans quelle configuration il se sent bien? Dans les plaines de jeux. À la base, il l'aimait pas. Parce qu'en fait, moi, là-bas, ça fait quelques années que je lui ai fait l'abonnement Plopsaland. Et la première fois que je lui ai fait, en fait, quand on a été, il criait. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas encore. Moi, je me suis dit, peut-être il a sommeil, peut-être il a faim, mais rien du tout. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait du monde. Et maintenant, plus je le ramène dans des endroits où il y a du monde, et j'ai l'impression que, comme voilà, les plaines de jeux, il s'adapte. Parce que c'est un environnement qu'il connaît peut-être aussi. Ouais. Du coup, parce que eux, ils sont vraiment dans la routine. Ouais. Quand il y a une nouveauté, ça c'est important. C'est compliqué. Ok. Et tu dirais qu'il y a des activités hormis les plaines de jeux où il se sent vraiment bien, où tu sens qu'il a besoin d'extérioriser. Lui, en fait, tu peux juste le ramener au parc et c'est bon. Il a même pas besoin de jeu, juste courir. La nature. En fait. Lui, c'est juste courir. Il aime bien courir, mais le problème, c'est que voilà, il court, il s'arrête pas. Après, voilà, heureusement que je suis sportif, mais bon, voilà, maintenant j'ai ma fille, donc je peux pas me permettre de courir derrière lui et laisser la petite. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que tu as trouvé des groupes de soutien ou des communautés où tu peux partager justement avec d'autres parents qui ont des enfants autistes? En fait, je vais dans des groupes. En fait, j'ai des groupes WhatsApp. Parce qu'en fait, j'ai rencontré plusieurs mamans dont leurs enfants sont autistes. Et comment tu les as rencontrés? C'est lors des bilans, des examens à l'hôpital? Non, en fait, c'est dans une association. Ok. Parce que tu peux citer ou tu préfères pas? Ouais, non, je peux. C'est l'ASBL Déclic. Déclic? Oui, ils font souvent des petits déjeuners avec les mamans. Et justement, dernièrement, ils ont fait intervenir les chevines, je pense, du handicap de Saint-Gilles. Okay. Karine, je pense que c'est Karine ou Catherine? Non, Karine Lalieu. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle est venue, et il y avait plusieurs mamans dont leur enfant était autiste. Okay. Mais il n'y avait personne, il y avait juste mon fils, puisque voilà, mon fils, malheureusement, il ne peut pas aller à l'école le mercredi. Je dois le garder à la maison. Déjà, à la base, ils m'ont dit de le garder, de le mettre 2 jours à l'école, et le reste à la maison, mais je n'ai pas accepté. 2 personnes autisme? Oui, parce que c'est pas une école spécialisée. Okay. Et ils n'arrivent pas à gérer. Parce qu'il a des besoins supplémentaires par rapport aux enfants? Donc ça aussi, c'est... En fait, on le met un peu... À part déjà, quoi. Et du coup, avec ces groupes de mamans, ça te permet de pouvoir un peu souffler, de te sentir un peu plus comprise dans ton quotidien? Pas vraiment, mais bon, c'est... Voilà. Si par exemple, j'ai besoin de quelque chose ou quoi, une question, elles peuvent m'aider, quoi. Parce que c'est encore nouveau pour moi. Ouais, je me doute. En Belgique, plusieurs ASBL se battent au quotidien pour offrir un accompagnement de qualité aux familles concernées par le TSA. Elles proposent des services variés allant de l'écoute psychologique à l'organisation de formations pour les professionnels de l'éducation, en passant par des groupes de soutien et des activités adaptées pour les enfants. Prenons par exemple Autisme Belgique, l'une des plus grandes associations du pays, reconnue pour son engagement à promouvoir l'inclusion des personnes autistes et à soutenir les familles. Elle offre des conseils pratiques, des formations et un réseau de soutien, tout en menant des actions de sensibilisation pour déconstruire les préjugés autour de l'autisme.
Il y a aussi Inclusion ASBL, une association qui soutient les familles en offrant des informations claires sur l'autisme, mais aussi en proposant des services d'accompagnement pour aider les parents à mieux comprendre les besoins de leurs enfants. Leur objectif, offrir une oreille attentive et de l'espoir. Puis, il y a la Fédération Autisme qui regroupe plusieurs associations locales et offre des services de soutien juridique, des groupes de parole et des projets spécifiques pour les jeunes adultes autistes. Cette fédération joue un rôle important dans la représentation des droits des personnes autistes et dans la lutte pour un accès équitable aux soins. Ces ASBL sont plus qu'un simple soutien. Elles sont un véritable filet de sécurité pour ceux qui traversent des moments difficiles. Elles offrent une ressource précieuse, une aide constante et surtout une oreille attentive. Parce qu'au-delà des mots, parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un espace où l'on se sent compris et accompagné. Si vous êtes parent ou professionnel en quête de soutien, sachez qu'il existe de nombreuses ASBL en Belgique prêtes à vous écouter, à vous orienter et à vous offrir des solutions adaptées. N'ayez jamais peur de tendre la main. Il y a toujours quelqu'un pour vous soutenir dans ce parcours unique qu'est le TSA. Qui dit bilan, examen, dit aussi démarche administrative. Oui, il y a beaucoup de démarches administratives. Et du coup, quelle démarche tu as dû faire par rapport à ça? En fait, moi, ça va parce qu'en fait, moi, j'ai des aides qui viennent à la maison. Ok. Donc, c'est néerlandophone, je ne sais pas si tu vas connaître. Il y a Résonance, ils viennent à la maison. Eux, en fait, ils ont eu des heures limitées. Ou sinon, j'ai aussi Vogelsang. Mais eux, c'est pas dans l'autisme, mais ils viennent pour m'aider vu que je suis une maman seule avec 2 enfants. Élever un enfant avec des besoins spécifiques peut entraîner des frais supplémentaires, surtout lorsqu'il faut gérer des suivis médicaux réguliers. En Belgique, il existe un supplément appelé supplément pour enfants atteints d'une affection pour vous aider à couvrir ces coûts. Pour tout savoir sur ce supplément et comment en bénéficier, rendez-vous sur parentia.be. Est-ce que ces aides t'ont été proposées spontanément ou c'est toi qui as dû faire appel? En fait, non, ils m'ont été proposés parce qu'en fait, moi, à la base, c'est le CLB de l'école qui m'a aidé à trouver d'abord des activités. Et après, l'hôpital Uzette, elle m'a dit, voilà, il y a ça, et elle m'a donné les informations. Et eux, moi, j'ai donné les coordonnées, eux, ils m'ont dirigé. Voilà. Ok. Et par rapport au bilan, justement, je suppose que tous ces examens génèrent quand même pas mal de frais pour le ménage. Enfin, tout ce qui est pour le bilan, pour pouvoir dresser... Ça va parce que c'est pris en charge par la mutuelle, le bilan. Mais après, voilà, comme la logopédie et tout, maintenant, apparemment, c'est pris en charge aussi une partie. Mais voilà, c'est des frais en plus. Il y a aussi la psychomotricité. D'ailleurs, moi, à la base, je faisais la psychomotricité relationnelle pour mon fils. Mais vu que je suis en néerlandophone, ils m'ont plus accepté. Parce que c'était francophone. Tout est carrément scindé à chaque fois, quoi. Donc c'est vraiment lié à l'école que fréquente ton enfant, parce qu'en soi, tu habites donc à Scarbeck, qui fait partie de Bruxelles. Ouais, on pourrait partir du principe que, vu que c'est bilingue, on accepte les deux. Normalement, oui. Et tu aurais des conseils pour d'autres parents qui seraient dans la même configuration que toi et qui auraient aussi toute cette démarche à entreprendre? Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour justement simplifier leur démarche administrative? Il y a beaucoup d'aides, il faut juste demander. Il y a l'assistante sociale de l'hôpital, elle aide beaucoup. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée par rapport à pour les allocations familiales. Mm-hmm. Il y a beaucoup de droits qu'on a, mais qu'on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Et si on ne demande pas, voilà. Donc il faut vraiment demander, voilà. Il faut vraiment se renseigner, quoi. Ouais. Okay. Après, il y a aussi beaucoup de parents qui savent... moi, voilà, c'est comme... Maintenant, moi, j'ai droit à la carte de train en tant qu'accompagnateur pour mon fils. Okay. Ça, je ne le savais pas. Et c'est une maman qui me l'a dit, j'ai eu droit. Pour la STIP, c'est la même chose. Et... Donc, si tu avais plusieurs conseils, ce serait quoi? Donc, ce serait de bien te renseigner sur les aides et suppléments que tu pourrais bénéficier via ta caisse d'allocation familiale. Ouais. Renseigne-toi auprès de la commune aussi, pour voir pour les associations qui peuvent t'aider, ou ça, c'est pas vraiment au niveau de la commune? Non, moi, je n'ai pas été vers la commune. Et les ASBL que tu as citées là tantôt, c'est grâce à quel... Non, ça, c'est parce que j'allais dans cette ASBL quand j'étais plus jeune. Ok. Donc, c'est une ASBL que je connais depuis longtemps. Et donc, du coup, communiquer avec les autres mamans pour les c'est ça. Ces trucs et astuces. On va dire le bouche à oreille. Ouais, c'est ça, ouais. Le bon vieux bouche à oreille.
Si tu devais ne choisir qu'un conseil, lequel donnerais-tu à un parent qui est aussi en plein stress? C'est simple à dire, hein. C'est très très difficile, mais parce que je sais, je suis passée par là au début, je voulais juste baisser les bras parce que c'est très très difficile. Mais justement, si tu baisses les bras, ton fils il ressent tout. Donc l'enfant, il va être aussi pas bien. C'est difficile à dire, mais il faut être forte. Et nous, les mamans, on a ce don. Des fois, allez, on veut baisser les bras, mais on est des guerrières, faut dire la vérité. C'est vrai. Si c'est pas facile, mais il faut pas baisser les bras. Parfois, le plus dur, c'est de le reconnaître. Voilà, ouais. Et le plus important, c'est accepter. Parce que si on n'accepte pas, on va jamais aller de l'avant. Parce que les autistes, parfois, on les voit un petit peu comme quelque chose... Enfin, on les voit parfois comme un handicap, alors qu'on va dire qu'ils ont surtout des façons de fonctionner différemment des nôtres. Quelles sont les plus grandes forces de Mohamed? Lui, en fait, il est, je sais pas, enfin, il est extraordinaire comme les autres, mais chaque autiste est différent. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que, allez, il est tout le temps souriant. Voilà, c'est l'ignorance. Oui, le fait de ne pas savoir. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, pour terminer, j'aurais une dernière question pour toi. Dans l'éventualité où tes enfants écouteraient cet épisode, quel message est-ce que tu souhaiterais leur transmettre? Ils sont encore petits, je sais pas s'ils vont comprendre, mais je peux dire que je les aime et je les aimerai tout le temps. Même si des fois, voilà, j'ai envie de baisser les bras, mais ce sont tout pour moi. Sans eux, il n'y a plus rien. Un grand merci à Yousra pour avoir partagé son témoignage et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réunion de parents. Nous espérons que le parcours de Yousra et Mohamed vous aura parlé et touché. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou suivez-nous sur Instagram Réunion de parents _podcast. Pour plus d'informations sur les enfants ayant des besoins particuliers, rendez-vous sur parentia.be. Nous vous aidons à gérer la paperasse pour que vous puissiez profiter pleinement de ce qui compte vraiment, votre famille. Psst. Envie de rejoindre Parentia? C'est facile, simple et sans interruption de paiement pour vos allocations familiales. Retrouvez toutes les informations sur parentia.be.